Europe, 1943. C'est le matin, nous sommes à 30 km de l'ennemi. Voilà des Américains partant en mission. C'est la patrouille de combat matinale. Ils survolent l'Italie, tandis que d'autres volent au-dessus de la Birmanie, des côtes de Hollande, de la Chine et de l'Allemagne, pistant l'ennemi. Les avions ennemis. La côte est mauvaise aujourd'hui, presque à 3 contre 1. La patrouille de routine du matin continue. Ils raccourcissent la distance de tir à 3500 pieds, 3000, 2500, 2000. Les côtes sont toujours à 3 contre 1. Mais pour chacun de nos pilotes, il y a 3 nazis tournoyant dans les flammes. La patrouille de routine du matin, il y a de bons avions et ce sont aussi de bons pilotes. Yesterday, I fulfilled one of my ambitions as a combat pilot. I got one airplane. C'est un Américain, loin de sa maison, qui se bat pour son pays et le respect de ses camarades. Cet homme et ses semblables luttèrent à la fois contre les ennemis du ciel et contre l'ignorance et le racisme. Il y a peu, ces hommes étaient étudiants à l'université, ouvriers d'un chantier naval, simples citoyens de tout le pays. Ils se sont changés et ont changé de métier. Ils ont été propulsés vers l'avenir. Ils ne savaient pas ce que cet avenir leur réservait, mais beaucoup espéraient avoir une chance de voler et de combattre. Leur voyage commença en Alabama, au célèbre Tuskegee Institute. Il fut fondé le 4 juillet 1881. Plusieurs milliers d'élèves en agriculture, technologie, sciences industrielles en furent diplômés. Tuskegee était la première école de cette sorte et son fondateur, Booker Washington, était un pionnier qui a tracé la voie pour les autres. Il avait un rêve qui devint une réalité. Il leva le voile de l'ignorance de son peuple et montra le chemin du progrès par l'éducation et l'application. Près de cette école, le gouvernement des États-Unis décida de construire un aérodrome. Autrefois, il fut une simple ferme en Alabama. En plus des arbres, il a fallu abattre l'incompréhension, la méfiance et aussi les préjugés. Ça commença avec une idée, mais la puissance des idées fit qu'en peu de temps, il y eut des avions de combat volant au-dessus des têtes. À la place des marais et des pins jaunes, il y a eu des hangars, des ateliers de réparation et des baraquements. Au lieu des parcelles de maïs, des pistes d'atterrissage en béton. Mais ça ne suffisait pas. Vous ne pouvez pas faire un escadron avec du béton, de l'aluminium et un pot de peinture. Il faut des hommes. Un étudiant en chimie, un soudeur, un vendeur de chaussures ont dû apprendre à voler. Un groupe d'Américains moyens, étrangers l'un à l'autre, ont dû devenir une équipe de combat. C'est un monde différent de voler au-dessus des nuages. On doit apprendre de toutes parts. Il faut de nombreuses semaines de travail pour faire un pilote de combat et beaucoup de boulot se fait assis sur une chaise en bois. Un pilote de combat, c'est une combinaison de mathématiciens, d'athlètes, un scientifique doublé d'un tireur d'élite. Il doit connaître ce qui se passe dans un avion. Il doit comprendre pourquoi et comment ça marche pour que l'homme et la machine ne fassent qu'un. Il commence dans un avion sûr et pas trop rapide, biplan de préférence. Il vole aussi de nombreuses heures dans une pièce fermée. Le matin, il peut avoir un cours de vol imposé sur un bout de papier et l'après-midi, faire le même cours en vol au-dessus des nuages. Il entraîne ses muscles autant que sa tête. Il va utiliser le même sens de l'équilibre et de la coordination dans le ciel au-dessus de Tuskegee. Le métier de pilote n'est jamais facile et parfois même assez rude. Cependant, il faut apprendre comment aller loin, haut et vite pour approcher et vaincre l'ennemi. Pilotage, comptage des morts, théorie de vol, codage radio, les informations arrivent toutes ensemble et fournissent les notions de base du vol.
Au-dessus des collines d'Alabama, les hommes apprennent à voler en formation resserrée de combat qu'ils utiliseront lors des batailles aériennes. Voilà la réponse à Adolf Hitler et à l'empereur Hirohito. Voilà la réponse à la propagande des Japonais et des nazis. Voilà la réponse à tous ceux qui voulaient opprimer et persécuter. Voilà la réponse. Les pilotes de l'aérodrome de Tuskegee. Escadron après escadron, ils sortaient de Tuskegee, d'abord en conduisant des P-40, de solides petits avions, puis attaquant avec des Thunderbolts P-47, enfin aux commandes des Mustang P-51. Pour ces hommes, ce n'était jamais facile. Ils étaient des précurseurs et aucun précurseur n'a la vie facile. Ils luttèrent contre les mensonges, ils luttèrent contre ceux qui vous broient le cœur et gagnèrent là l'occasion de lutter contre l'ennemi au-dessus de son propre sol. Ils combattirent l'ennemi, mais non sans perte. Seule une poignée d'hommes a survécu parmi la première classe de diplômés. Les 3 premières années où 750 pilotes furent entraînés, seuls 50% d'entre eux virent le combat. Pour le 3e anniversaire, le major général Butler s'adressa ainsi aux premiers diplômés. Here for the first time, Negro aviation cadets were being groomed to fly warplanes of a unit which was then a unit in thought only, the 99th Pursuit Squadron. These men were pioneers of a venture so new that you who stand here before me now, after 3 years, may still be considered forerunners in the movement which has given you a place in the fighting men of the sky. Sous la houlette de ces hommes, il y a eu de nouvelles opportunités pour eux-mêmes et pour ceux qui allaient suivre. Derrière ces hommes, il y avait leurs familles et leurs amis qui attendaient tant d'eux. Des hommes et des femmes de toutes couleurs, de tout langage et de toute confession qui croyaient en l'égalité et la justice les soutenaient. Mais c'était eux, les hommes de Tuskegee, qui faisaient face à l'épreuve et en payaient le prix. Il n'y a jamais eu, au cours du temps, écrit plus inspiré que ceux qui disent « Tous les hommes sont égaux ». Tristement, pour nombre de ceux qui vivaient aux États-Unis avant-guerre, ces mêmes mots s'avéraient une promesse vide, résonnant comme une caricature de l'égalité qui demande des années de lutte entachées d'amères déceptions. Cependant, avec l'arrivée de la guerre, de nombreux Afro-Américains virent l'occasion de faire leur place dans la société américaine à travers le service à la nation. Saluant la demande des principales organisations noires comme la NAACP, National Association of the Advancement of Colored People, la National Urban League et d'autres, le Congrès fit une concession votant la loi 18. Sous ces directives, une école de l'air fut autorisée à préparer des Noirs au service militaire. 91 des 100 jeunes élèves noirs enrôlés dans le programme d'entraînement des pilotes civils furent qualifiés pour la licence civile entre 1939 et 1940. Malgré tout, l'armée de l'air refusa de changer sa position et de permettre aux Noirs de voler. En 1941, avec le soutien de la NAACP, un étudiant de Howard University nommé Yancey Williams déposa une requête auprès du ministère de la Guerre pour imposer son admission dans un centre d'entraînement aérien. Presque immédiatement, le ministère répondit par l'annonce de la création d'une unité aérienne près de Tuskegee Institute, Alabama, le 99e escadron de chasseurs. Lancé le 21 mars 1941, les combattants de la 99e commencèrent à entraîner des troupes de soutien terrestre à Shano Field, Illinois. Les jeunes Noirs américains enthousiastes recevaient une formation spécialisée en technique, maintenance, armement et communication. À peine quelques mois plus tard, le discours d'inauguration eut lieu à Tuskegee Institute, initiant l'entraînement des aviateurs noirs de l'armée de l'air américaine.
Ce privilège impliquait une grande responsabilité. La nation observait et le destin d'une aviation militaire noire se jouait entre les mains de ces jeunes aviateurs intrépides. Exception hardie et inspirée, contraire aux habitudes, le contrat de construction de l'aérodrome de Tuskegee fut confié à l'entreprise McIsaac & McIsaac, dirigée par un ingénieur et architecte noir. En juillet, la construction des installations d'entraînement commença. La première classe de pilotes était formée de 12 cadets et un officier militaire, Captain Benjamin Davis. Le 19 juillet 1941 commençait le premier entraînement de vol à Moulton. Bientôt, les jeunes diplômés de Tuskegee allaient montrer au monde qu'ils pouvaient non seulement voler, mais aussi combattre. Peu de temps après son intégration dans la première classe de 1942, le second lieutenant Charles Debeau était arrêté dans la rue par un civil blanc qui lui demanda « Êtes-vous de ces nouveaux pilotes de couleur de Tuskegee ?» Il acquiesça fièrement. L'autre lui demanda alors « Dites-moi une chose, pour quelle raison voulez-vous voler ?» Heurté mais non surpris, Debeau dit qu'il ne pensait pas avoir eu la bonne réponse à ce moment-là, mais après, il réalisa l'éloquence de ses simples propos. Il volait pour son pays. Il sentait qu'il avait une mission à accomplir pour sa nation et sa race, comme Booker T. Washington et George Washington Carver avaient eux-mêmes fait leurs preuves en tant qu'éducateurs et scientifiques. Il volait aussi pour prouver aux autres que les Noirs pouvaient devenir de bons pilotes et de bons officiers. Armé de son seul courage et de sa détermination, nourri par des rêves de dignité pour ses semblables, le lieutenant Debeau et 4 de ses collègues pionniers, Captain Benjamin Davis, second lieutenant Lemuel Custis, le second lieutenant George Roberts et le second lieutenant Mark Ross devinrent les premiers diplômés, traçant le chemin pour les 961 autres aviateurs noirs entraînés sur l'aérodrome de Tuskegee pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous le commandement du colonel Benjamin Davis, 450 diplômés ont volé comme pilotes de combat pendant la Seconde Guerre mondiale, servant avec honneur et dignité dans la guerre aérienne au-dessus de l'Afrique du Nord, la Sicile et l'Europe. À bord des P-40, P-39, P-47 et P-51, le 99e escadron s'élargira pour devenir la 332e brigade de combat, qui comprendrait le 100e, le 301e et le 302e escadron de chasse. Ensemble, ils effectuèrent 15 553 sorties et achevèrent 1578 missions avec le 12e régiment tactique et le 15e stratégique des forces aériennes américaines. Pour chaque mission, sans exception, la victoire était un exploit non seulement pour la nation, mais aussi pour le peuple lui-même. Quelques années plus tard, le colonel Davis remarqua que leur point commun, au-delà de leurs origines, était que tous avaient voulu voler. La performance est la clé absolue du combat, pour se protéger des bombes et éviter d'être abattu par les combattants ennemis. Le 99e escadron de chasse était expert en lâcher de bombes et en frappe de cibles et de locomotives. C'était aussi une unité experte en combat aérien. La 99e fit une chose à Anzio qu'aucun autre n'a fait, abattre 16 avions ennemis. Sans de réels plans de leur utilisation jusqu'à mi-43, les candidats noirs furent testés pour déterminer leur relative aptitude de pilote, de pluriréacteurs, aussi bien bombardiers que navigateurs. La classe 43J fut la première à Tuskegee à avoir la moitié des membres s'entraînant en maniement du pluriréacteur Beechcraft AT-10 dans l'espoir du développement d'un programme de raids de bombardement.
Les premiers cadets de l'ère, formés à l'extérieur de Tuskegee, étaient les navigateurs diplômés de Hondo Field, Texas, le 26 février 1944. Le 477e raid de bombardement a été officiellement mis en action le 15 janvier 1944 sur le terrain de Zelfrich. Bien que la guerre soit finie, avant que le 477e n'essuie le feu, c'est la lutte pour l'égalité et la remarquable performance enregistrée pendant la guerre des 99e et 332e compagnies qui permit un changement radical de la politique raciale du ministère. En 1946, l'aérodrome militaire de Tuskegee ferma. Peu de temps après, le commandant de la base, le colonel Noel Parrish, parla ainsi à propos du succès de cette école de l'air. Est-ce qu'ils étaient bons, nos pilotes ? Quelle est la valeur de n'importe quel pilote ? Nos hommes étaient assez bons pour être diplômés de n'importe quelle école de l'air du pays. On s'en était assuré. Et nous l'avons prouvé en travaillant ensemble. Nous insistions sur le fait qu'un pilote ou un homme est aussi bon que ce qu'il prouve, quelle que soit sa couleur, sa taille ou sa forme. Les hommes et les pilotes doivent être considérés comme des individus. On a eu ici, parmi les pires et les meilleurs pilotes du monde. D'abord, ils ont volé et combattu comme des hommes. Ils pouvaient avoir de sacrément bonnes excuses pour leurs erreurs, ou ils pouvaient être fiers de leur groupe unique au monde, comme ils en avaient le droit. Mais quand l'épreuve arrivait, ils devaient voler et combattre comme des hommes, américains face à l'ennemi commun. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de Noirs américains qui servent dans les rangs de l'armée de l'air américaine. Ils font partie intégrante de la défense de la nation. Leur intégration dans le système, les opportunités que cela a offert et la réussite que cela a permis, tout cela fut possible grâce aux efforts de ce premier groupe d'hommes qui ont voulu se redresser et combattre l'oppression et la tyrannie, tant au pays que dans les contrées étrangères.
We are the heroes of the night. To hell with the active fight. Fight, 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 fight. 1999. Rat, 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 rat. Down in flames they go. Weathering fire the 99. Send them down below. We are the heroes of the night. Les hommes du 99e escadron de chasseurs et les héros du 332e raid de combat. Heroes. Fighting for your flame.